Bonjour à tous, on est de retour, on est dimanche matin, il est tôt, il est très très tôt, nous sommes aux Utopiales et on est avec Benjamin Bayard qui a bien voulu se réveiller à la fois pour sa conférence dont il vient et pour nous parler. Bonjour. Alors Benjamin Bayard, je te le disais avant le début de cette interview, il n'y a pas ta biographie sur le site des Utopiales. J'en profite pour te balancer une question facile. Est-ce que tu peux te présenter ? Benjamin Bayard, de métier informaticien, activiste autour du sujet des libertés numériques depuis... c'était avant 2000, donc voilà, ça fait vieux. Cofondateur de la Quadrature du Net, ancien président de plein de trucs. J'ai grenouillé pendant plus de 20 ans dans plein de milieux associatifs, autour des libertés numériques, autour d'Internet, autour de comment on fabrique du réseau. J'ai été longtemps président d'un truc qui s'appelle French Data Network, qui est le plus vieux fournisseur d'accès Internet de France. J'ai créé la Fédération des fournisseurs d'accès Internet associatifs. On a créé des opérateurs, on a créé plein de trucs comme ça. Et donc avec cette constante de... Quand je le résume maintenant, l'ordinateur libère et émancipe, et l'ordinateur opprime, en fait, selon les mains dans lesquelles tu le mets. Et moi, ma constante, c'est d'essayer déjà de comprendre. Après que tu décides d'être un salaud et d'être dans l'oppression, etc., c'est ton choix politique. Mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est que tu comprennes ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai travaillé avec des politiciens de droite ou de gauche, alors, jamais très à droite. Enfin, tu vois, je suis jamais allé plus à droite que l'UMP. Nous non plus. Mais j'ai pas de problème. Aller expliquer comment ça marche, et ce que ça fait, et quel est le rôle social du truc, etc. Après, une fois que le politicien a compris ce qu'il fait, qu'il a décidé que le rapport de domination, ça lui plaisait et c'était sa came, il fait ça, puis ça me va, quoi. Parce qu'on parle de politique et de comprendre ce qu'ils font. Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux libertés numériques et un peu aussi à la politique avec la loi sur les droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information. C'était le DALSI à l'époque, avec Renaud de Dieu de Vabre et Christian Van Est. La DVDR. Ouais, la DALSI, je sais plus comment. Oui, DALSI. À l'époque. Est-ce que tu étais déjà dans ces bails-là ? Parce qu'il faut se rappeler que ça a été des débats assez importants au Parlement. Que ça met en scène des personnes qui sont plus là. Moi, je pense à Martine Billard, qui était pour les Verts à l'époque, qui a un peu disparu aujourd'hui de la scène politique. On la voit moins, Martine. Ouais, je crois qu'elle était autour de la France, enfin de LFI, je pense maintenant. Et il y a eu également Christian Paul, pareil. Martine Billard, c'était la députée de chez moi, ça c'était bien foutu. Ah oui, effectivement. C'était la députée du 2e arrondissement de Paris, puis moi j'habitais là-bas. Elle avait été coprésidente du parti de gauche quand le truc s'était créé avec Mélenchon avant la France Insoumise. Et elle était très active sur les sujets du numérique. Et c'est justement, c'était l'objet de ma question, c'est qu'on avait l'impression, on est le fait aussi qu'on est à gauche toute, mais moi j'ai commencé à découvrir ça, c'est que le projet de DALSI, c'était vraiment premier projet de régulation des droits d'auteur à l'époque sur Internet, où tout ce qui était la droite avait soutenu le projet. C'était même assez flippant la façon dont le projet était un peu passé à vitesse expéditive au Parlement. Et surtout, on avait l'impression qu'en dehors de quelques parlementaires, pas grand monde comprenait ce qui se passait en vérité là-dessus. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est très fatigant d'ailleurs. Au Parlement, à l'Assemblée nationale, il y a en moyenne, sur une législature, entre 2 et 10 députés qui comprennent vaguement le sujet. C'est pas tellement une question de bord politique, parce que tu vois, sur la période d'Alcy, c'était vraiment Martine Billard qui était fer de lance, qui était quelqu'un d'assez à gauche tout de même. T'avais Christian Paul aussi à gauche. T'avais Christian Paul côté PS. Mais si tu regardes la génération d'après, sur Hadopi, le fer de lance contre, c'était Lionel Tardy, qui était quand même un député de droite. Oui. C'était Laure de la Raudière, qui était quand même une députée de droite. Et puis Christine Boutin, je crois, au niveau de Zelzi, c'était assez hallucinant. Sur Hadopi, sur Hadopi, Christine Boutin, c'est par mégarde retrouvée dans le bon camp. On peut pas... Comme quoi, l'extrême droite, c'est comme une horloge cassée, de temps en temps. Ça indique l'heure. Une fois de temps en temps, ça donne l'heure. Mais donc, ça change toujours, mais t'as toujours une poignée de députés qui comprennent à peu près le sujet. Mais il y en a encore. Aujourd'hui, dans les députés qui comprennent à peu près les sujets du numérique, il y a Philippe Latombe, je te connais pas. Modem. D'accord. C'est une sorte de Jean Dionis du séjour. Ouais, Dionis nous avait fait ça. Dionis qui était vraiment une espèce de mollasson. Il s'était laissé pousser un bout d'épine dorsale au moment d'Hadopi.
Mais parce que c'est quelqu'un qui comprenait à peu près le numérique et qui comprenait que le truc était aberrant, quoi. En fait, on en revient toujours au côté dans la politique. Quand ça te touche. La tombe est plus énervée que Dionys. Hein. Le modem en ce moment. Ouais, en ce moment au modem, il y en a quelques-uns qui bougent. Genre, quand on voit Charles Amédée de Courson passer pour un gauchiste, ça fait bizarre. Hein. C'est très étrange. Donc bienvenue, tu l'as compris, tu es dans une émission bien politique. La question qui vient la suivante, c'est un peu au niveau des libertés numériques. Là, aujourd'hui, c'est quoi pour toi le plus gros danger et la plus grosse source d'espoir ? Alors moi, ça fait un moment que les libertés numériques m'intéressent plus, en ce sens qu'on a un problème de liberté tout court. Liberté tout court, oui. Et nous, ce qu'on disait il y a 20 ans, c'est attention, vous faites n'importe quoi avec le numérique, ce que vous faites, c'est une espèce de proto-fascisme vachement dangereux. Vous piétinez les libertés, vous n'oseriez pas le faire en dehors du monde numérique. Bon, ça y est, c'est fini, maintenant ils le font en dehors du monde numérique. Ils piétinent les libertés, tranquillou bilou, vraiment décomplexés, quoi. Et où le ministre de l'Intérieur t'explique que l'état de droit, ça lui casse les couilles. Enfin, c'est hallucinant. On entend des trucs du genre les étrangers assassins dehors en plein Assemblée nationale, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est un ministre de l'Intérieur qui t'explique que l'état de droit, ça l'emmerde. Et c'est pas sacro-saint. Tu as du séparatisme et des gens qui renient les formes républicaines de nos institutions. Excuse-moi, on est en plein dedans. Et le mec, il est ministre de l'Intérieur. Il est chef de la police. Enfin, tu vois, et plus que ça. Le ministre de l'Intérieur, c'est pas que la police. Donc, on n'a plus un problème de liberté numérique, on a un problème de liberté. Du coup, vous inscrivez dans tout ça le fait que, par exemple, il y a tous ces débats sur la liberté de filmer les flics quand ils sont en intervention et compagnie. Oui, et tu vois bien que c'est pas un problème numérique. Je veux dire, franchement, tu les filmerais avec de la pellicule 8 mm parfaitement analogique, t'aurais la même question. C'est un peu plus chiant en termes de logistique, mais t'aurais exactement le même problème. On n'a pas le droit de regarder et de dire ce que fait la police. Ça, c'est pas acceptable dans une société démocratique. C'est écrit dans les droits de l'homme, enfin, tu vois, dans la version de 1789, qu'on a le droit de demander à la police des comptes de ce qu'elle fait. Et que le pouvoir qui est confié à la police, c'est pas pour son usage propre, c'est pour défendre le bien commun, et pas pour autre chose. C'est même, ça lui rend service au final. Parce que si elle est contrôlée, elle fait moins de bêtises. Voilà. Mais pour moi, on est sorti... Tu vois, en 95, 2000, 2010, le numérique était un symptôme. C'est-à-dire que c'était là que ça attaquait en premier lieu, que tous nos politiciens avaient leur délire de toute puissance qui venait s'exprimer, et qui s'exprimait au mépris des libertés. Et nous, notre travail, c'était de leur dire, faites gaffe, la défense des libertés, le droit commun, tous les fondamentaux de l'état de droit s'appliquent aussi dans le monde du numérique, et donc il doit y avoir la présomption d'innocence, le droit à la vie privée, le droit à ce que la police... Le droit à la sûreté, par exemple. Ça, c'est un truc que j'adore. Les gens savent plus la différence entre sûreté et sécurité. Le droit à la sécurité, c'est de ne pas te faire agresser dans la rue. Le droit à la sûreté, c'est que l'État ne puisse pas agir arbitrairement contre toi. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, la sûreté et la sécurité. Et donc le fait que l'État ne puisse pas agir de manière arbitraire contre toi, ça c'est le droit à la sûreté. Et on doit te le garantir dans le numérique comme ailleurs. Et c'est très rigolo, parce que maintenant, on a des politiciens qui t'expliquent que le droit à la sûreté qui est décrit dans la déclaration de 89, c'est un truc qui nous dit que la sécurité est la première des libertés, ce qui est le slogan historique de l'extrême droite. Ouais. Et les mecs, ils te font une patouille entre les deux en mélangeant tout, en misant sur le fait que les journalistes sont incultes et ne savent pas la différence, et en misant sur le fait que l'auditeur est encore plus inculte puisqu'il écoute Pascal Praud. Et tu vois, ça pour moi, c'est extrêmement symptomatique. Dans les années 90, un politicien ne se serait pas amusé à mélanger les deux concepts. Ou alors il se serait fait moquer par tous ses collègues. Et ça c'est vachement embêtant. Donc le sujet, c'était vraiment les libertés numériques il y a 20 ans. J'estime que ça l'est beaucoup moins, parce que les libertés sont menacées tellement partout, tout le temps, que oui, dans le numérique aussi. Et le numérique est souvent l'outil. C'est-à-dire que comme on ne peut pas surveiller tout le monde et qu'on ne peut pas mettre des flics tous les 100 mètres pour te demander tes papiers et prendre ta photo pour vérifier que tu es bien sage, on met des caméras de vidéosurveillance pour le faire. Mais
c'est exactement le même problème. Pour moi, c'est vraiment un enjeu global sur les libertés. Je suis un grand fan des déclarations de François Sureau sur le sujet. Oui, parce que je veux dire, en fait, puisque on est dans un festival de littérature aussi, et quelque chose qu'on entend beaucoup quand on aborde cette thématique des libertés, de la dérive des politiques, d'ailleurs un peu partout là-dessus, c'est que les mots perdent leur sens, en réalité. Tu as parlé de la différence entre sûreté et sécurité, mais même le terme de liberté, aujourd'hui, le terme de liberté, il est brandi pour la liberté. En gros, c'est la liberté de dire des propos racistes. Oui. Voilà, c'est la liberté de dire j'aime pas les noirs et les arabes en fait. Quand une personne vous dit je peux plus rien dire, en réalité on n'est pas très loin de ce genre de concept. On est un peu dans un truc de science-fiction où on fait dire aux mots, alors je vais pas sortir 84 parce que 84 c'est toujours l'exemple facile, mais on fait dire aux mots ce qui ne sont plus en fait. Ouais. Mais c'est vrai que la liberté, ça contient le fait de tenir des propos racistes. Ça contient aussi le fait d'en être tenu responsable. Le principe de la liberté, c'est ça. Hein. Le principe de la liberté, c'est pas que tu peux faire impunément n'importe quoi. Ça, c'est pas de la liberté. Ça, c'est du bordel. C'est pas de l'anarchie. L'anarchie, c'est pas ça. C'est ce que les politiciens actuels appellent de l'anarchie parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que l'anarchie. Mais c'est pas le fait de pouvoir tenir impunément des propos et faire n'importe quoi. La liberté, c'est le fait de pouvoir faire n'importe quoi et d'en assumer la responsabilité. Et que quand ce que tu as fait, c'était interdit, c'était pas bien, et que tu t'es fait rattraper par la patrouille, tu vas casquer. Et il y a aussi le fait que la société s'empare de ces sujets pour te montrer en fait que ce que tu fais n'est pas bon. Il y a la justice et il y a la société, il y a la réaction de la société. Moi, je fais une grande différence. Les deux ont toujours existé. Hein. Tu as toujours l'ordre au sens social et puis l'ordre au sens juridique étatique. Mais moi, ça me pose. J'ai aucun problème avec le fait que quelqu'un vienne tenir des propos racistes. Pourquoi pas ? Du moment que derrière, police menotte prison, quoi. Tu peux pas physiquement l'en empêcher. Enfin, là, je vais pas aller le taper pour l'en empêcher. Enfin, c'est pas ça une société de liberté. Une société de liberté, c'est ok, il va tenir ses propos racistes et puis après la police va venir le chercher et il en répondra devant un juge et ça se passera pas bien. Mais le fait qu'aujourd'hui tu puisses tenir des propos racistes à la télévision et que l'autorité qui est chargée de calmer le jeu, qui est l'Arcom, ne fasse pas son boulot, c'est pas un régime de liberté, ça. C'est pas un régime de liberté. Parce que la règle commune ne s'applique plus. Surtout que les règles de l'Arcom sont illisibles, en fait. Non. L'interdiction de tenir des propos racistes à la télévision... dans la réalité. On ne les voit pas s'appliquer dans la réalité. Ah, en fait. Elles sont inappliquées. Oui. Pardon ? Alors, ça tient à leur nomination, mais il y a aussi le fait... En fait, pour moi, le principe, c'est si tu as une autorité, mais que tu ne l'appliques pas, qu'elle n'est pas dans la réalité, en fait, quelle est la lisibilité de cette autorité ? C'est une grande difficulté, mais il y a plein de difficultés particulières. Il y a le fait que les règles pour les appliquer, c'est très compliqué. C'est-à-dire que en fait, l'Arcom est pensé comme une autorité qui est là pour faire peur dans un monde d'entre-soi extrêmement bienséant. Et où donc, quand ils envoient une lettre de mise en demeure, le journaliste qui a fait des bêtises se fait convoquer par ses chefs, il a très peur et donc il va se tenir sage, etc. Mais quand tu es dans un monde où tout le monde s'en fout et où le milliardaire qui est propriétaire de la télé en question Vincent Bolloré, le groupe Canal, va juste considérer que le montant de l'amende, c'est dans les coûts d'exploitation de la chaîne et qu'il n'avait pas l'intérêt qu'elle soit rentable, tout d'un coup, tu fais OK, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Dans une société ou dans une structure où les gens sont des voyous et se comportent comme des voyous, le modèle où le régulateur fait les gros yeux et on espère que ça va calmer tout le monde, ça ne fonctionne pas. C'est pareil pour la CNIL, j'imagine, du coup. La CNIL, c'est encore autre chose. Pour le coup, c'est une pure question d'agressivité. La CNIL n'est pas assez agressive. C'est-à-dire que la CNIL est sous-dimensionnée, il n'y a pas assez de monde. Les gros dossiers, la CNIL a du mal à les traiter parce que juridiquement, ils sont très compliqués, parce que quand tu veux essayer d'emplafonner Google d'une centaine de millions d'euros d'amende, évidemment, Google, il va y avoir des avocats, ils vont attaquer la décision, etc., etc. Donc il y a intérêt que juridiquement, la décision soit ultra blindée, qu'elle soit très bien écrite, très bien argumentée, pour qu'elle résiste devant le juge. Et ça prendra des années. Mais en fait, si la CNIL avait les moyens de mener ces enquêtes-là, donc suffisamment de juristes, suffisamment de techniciens, etc., etc.,
des milliards d'euros d'amende contre à peu près tous les géants du numérique en France, mais il en tomberait... on te bouche le déficit de l'État en 3 ans avec ça. Enfin, et je déconne pas. Non, bien sûr. Les sommes tellement... Les sommes considérées sont tellement colossales. Tu vois, tu prends n'importe quelle infraction un peu sérieuse sur les données personnelles, la peine encourue, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial annuel consolidé du groupe. Bon, c'est au niveau français, européen, ça c'est une infraction, la CNIL peut sanctionner jusqu'à hauteur de 4% du chiffre annuel. C'est le RGPD. D'accord, oui, le règlement, oui. Donc tu es vraiment au niveau européen. Tu prends un groupe comme Amazon qui fait des bêtises avec des données personnelles, 4% du chiffre annuel mondial consolidé du groupe, ça fait une belle somme. Ah oui. Ils font plusieurs infractions par an, ces gens-là. Plusieurs infractions, plusieurs amendes. 4% à chaque fois, je t'assure que tu rebouches le trou de l'État, mais très très vite avec ça. Et donc, alors il se trouve que la CNIL n'applique pas les sanctions maximum, mais essaye de trouver la bonne proportionnalité de... Oui, alors la bonne proportionnalité, quand l'infraction... C'est Amazon, c'est pas ça. Si tu veux, moi j'ai une grille de lecture de dealer, quoi. Si je fais 10 000 balles par mois en vendant du high-kick, si je prends à chaque fois des amendes de moins de 500 €, oui. Je rentre ça dans les charges et puis on va arrêter de discuter. Oui, c'est comme tu te gares sur le parking, à partir du moment où les amendes sont moins chères que le coût du parking. Par exemple. Mais or, la CNIL se dit qu'elle n'a pas pour vocation de faire du mal aux entreprises. Et je ne suis pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, elle considère que ce sont des entreprises. C'est une grille de lecture. Moi, je considère que ce sont des malfaiteurs. Et donc, ce sont des délinquants, du coup. Si la gendarmerie se disait ah, mais nous n'avons pas vocation à empêcher les honnêtes dealers de faire leur petit commerce, où sommes-nous ? Tu vois le truc, c'est très bizarre. Et donc, de cette manière-là, moi je me dis, les sanctions de la CNIL devraient être beaucoup plus élevées, mais beaucoup. Elles devraient, à chaque fois que c'est des problèmes sérieux, flirter avec le maximum possible. Et le maximum possible, il est élevé. Mais du coup, puisqu'on en revient dans cette mécanique, est-ce que tu dirais que c'est un mécanisme de lâcheté ? Parce qu'en fait, la lâcheté, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans les discussions quand il s'agit de s'adresser à des gros problèmes. Alors là, en l'occurrence, là, c'est les atteintes à l'RGPD, mais on peut aussi dire, par exemple, face à l'extrême droite, où il y a énormément de petites lâchetés. Je pense également à des grandes lâchetés, puisqu'on parle de Amazon, à Jeff Bezos, qui justement se couche devant Trump préemptivement au résultat des élections. Est-ce que tu as une idée d'où vient un peu cette ambiance de lâcheté ? C'est pas une ambiance de lâcheté, c'est le principe de la domination. Le système social vise à se maintenir. Le but de la CNIL n'est pas de faire la révolution. Et il y a un point sur lequel je veux te reprendre. Alors je sais, je suis chiant, mais quand tu dis c'est une infraction au RGPD, je m'en fous que ce soit une infraction au RGPD. Ils font du mal aux gens. Oui. Tu vois le truc. Je vois le truc, ouais. Mais c'est peut-être un peu la dichotomie justice sociale aussi. Mais... Non, si tu veux, je te fais le petit cours sur pourquoi. Mais ah bah vas-y, je t'en prie. Hein. En fait, quand tu veux comprendre les histoires de données personnelles, moi je le présente toujours en 3 temps. Premier temps, c'est il faut comprendre que l'ordinateur est fatal. Alors ça perturbe. L'ordinateur est fatal en ce sens que tu ne peux pas négocier avec lui. Quand un ordinateur a pris une décision, elle est plus discutable. Donc c'est fatal au sens fatalitas, pas au sens mortel. L'ordinateur est fatal, premier truc. Deuxième truc, tout fichier est le début d'une maltraitance potentielle. Ça, c'est pas clair. Mais en fait, quand tu mets les gens en fiche, tu vas traiter les fiches et tu traites pas les fiches comme tu aurais traité les gens. Ok ? Si je saute tout de suite sur les exemples un peu vénères, si tu dois radier des gens de Pôle emploi, si tu dois les recevoir dans ton bureau pour leur dire qu'ils vont dormir sous les ponts et que les gamins, ils n'auront pas à manger demain, t'arriveras pas à en faire 4 par jour parce que tu vas craquer, que tu vas devenir fou. Bon, s'il s'agit de les virer d'une base de données, tu peux en faire 1000 à la minute, tout va bien. C'est ça, en fait. Et donc, le fait de mettre les gens en fiche, pas forcément en fiche informatique d'ailleurs, c'est le début d'une maltraitance potentielle. Ça peut ne pas être maltraitant, mais il y a un risque, parce qu'en fait, tu es en train de faire une réification. Et le troisième point à comprendre, c'est que les données personnelles, ce sont les gens. Ce n'est pas une propriété au sens ton blouson ou ta bagnole, c'est une propriété au sens
ton ombre ou la couleur de tes yeux. C'est toi. Tu n'es que la somme des données sur toi. Ce qu'on sait de manière sociale depuis très longtemps, c'est-à-dire comment est-ce que je définis qui tu es, t'es pas la somme des atomes qui te constituent, parce que si on regarde bien, il n'y a pas un atome d'origine. Tout ça s'est renouvelé très régulièrement. Un beau bateau de Thésée. Il n'y a pas un atome d'origine. Du coup, c'est quoi, toi? Qu'est-ce qui te définit, toi, comme individu? Eh bien, en fait, c'est la somme des informations. C'est la somme de tes liens sociaux avec les gens, la somme de tes relations avec tes parents, tes amours, tes ennemis, tes potes, les gens que tu croises dans la rue, etc. La somme de toutes ces interactions entre toi et le monde extérieur forme toi. Et tout ça, ce sont tes données. Et donc, quand tu regardes ce qu'on fait avec du numérique, avec des fichiers, on s'apprête à maltraiter, puisque tout fichier est une maltraitance potentielle, sans recours, puisque l'ordinateur est fatal, des gens. Et quand on s'apprête à maltraiter sans recours des gens, il faut des lois qui encadrent un peu le truc pour qu'on fasse pas trop de bêtises. Et donc quand tu respectes pas cette loi-là, moi ce qui m'embête, c'est pas que tu as une infraction à la loi, c'est que tu es en train de maltraiter des gens sans recours. Oui, on parle. Enfin, moi, je pense aux suicidés de la SFM, notamment. Enfin, c'est pas vraiment des données, mais en fait, ces gens traitaient des IBAN. En fait, ils faisaient des prélèvements aux gens, et en fait, ils le faisaient de manière automatique. En fait, donc, ce qui fait que les gens ne voyaient pas les personnes derrière. Mais derrière, quand tu t'intéresses à la vie des gens, à la vie des victimes de cette société, il y a des suicides, quoi. C'est des gens qui perdent leur vie, tout simplement. Mais en fait, c'est tout mon problème dans le traitement des données personnelles, c'est que c'est une délinquance à la personne. C'est de la même nature qu'une agression physique. Et donc, quand tu fais fuiter les données des gens ou quand tu vends les données des gens pour faire du profiling ou pour faire des choses comme ça, t'es en train de faire une maltraitance physique. T'es en train de maltraiter les personnes. Et que quand tu maltraites les personnes, le gendarme qui est chargé de réguler tout ça se dit « notre vocation n'est pas de faire fermer les entreprises », je ne suis pas d'accord avec ça. Si les entreprises sont maltraitantes, la vocation de la CNIL est de les faire fermer. De la vraie répression, quoi. Non, pas répression, protection. Oui. C'est pas la même chose. Oui, je comprends. C'est pas la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le côté la loi et l'ordre, c'est le fait que les gens qui font du mal, ils doivent arrêter. Et si on peut faire en sorte qu'ils arrêtent plutôt que de les faire couler, faisons en sorte qu'ils arrêtent. Mais si pour qu'ils arrêtent, il faut en clouer 2 sur une porte de grange, pour donner l'exemple aux autres, faisons ça. Mais tu vois, c'est un problème pour moi essentiellement de social. Et il se trouve qu'en plus, ce sont des gens qui sont puissants, qui maltraitent des gens qui ne sont pas puissants. Et bon, ça, moi, j'ai un vieux fond de justicier qui me dit c'est pas bien. Mais c'est parce que j'ai regardé plein de dessins animés quand j'étais petit. Lesquels? Tous. Tous les dessins animés que tu regardais étant gamin t'expliquaient que quand les gens puissants maltraitent les gens faibles, c'est pas bien. Ouais. Et moi, il y a beaucoup de dessins animés écologiques. Et quand on voit où on en est aujourd'hui, c'est vrai que... moi, je regardais un dessin animé où en fait, c'était un extraterrestre qui venait punir les autres. Oui, oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je regardais un dessin animé qui s'appelait Widget. Et il était avec un compagnon qui s'appelait Megabrain. Et en fait, il voyageait de planète en planète et il venait sanctionner, en gros, punir les mecs qui polluaient les autres planètes. C'était vraiment un dessin animé, c'était très simple comme idée. Est-ce que j'avais posé au tout début une question sur un motif d'espoir. Est-ce que tu en as un ou pas? Parce que là, on dresse un tableau qui... C'est les faits, hein, donc on va pas les cacher. Mais est-ce que tu as quand même un motif d'espoir, peut-être dans le futur, vu qu'on est dans un festival de science-fiction? Peut-être dans la science. Plein. Ouais, moi, des motifs d'espoir, j'en ai pas mal. On est dans une espèce de société pré-fasciste ou proto-fasciste, ou je sais pas comment il faut qualifier ça, enfin, qui ressemble beaucoup à... Enfin, qui rappelle plein de souvenirs d'il y a 100 ans, quoi. Mais il y a quand même des choses qui ont bougé et qui ont bougé dans le bon sens. Il y a quand même, tu vois, tout un tas de sujets sur l'acceptation de l'autre, sur l'acceptation de la différence, qui ont bougé. On est quand même dans une société qui s'oriente vers une forme de violence et de normalisation par la violence et de rejet de l'autre, mais plus tout à fait au même endroit.
le rejet de l'autre se dilue un peu. Il y a quand même des fondamentaux de la société qui ont bougé entre-temps. Et donc, quand cette vague fascisante sera passée, je ne sais pas quand, dans une vingtaine d'années peut-être, il en ressortira probablement une société où la différence sera un peu mieux acceptée et qui assumera mieux certaines parts de son humanité. De la même manière, on voit... je pense qu'on va sortir de certains rapports déshumanisants liés à la technique qui viennent vraiment des modes de management d'entreprise. Les modes de management d'entreprise qui se sont développés dans les années 40 à 60, dont plein de gens t'expliquent que ça sort directement des théories managériales de l'Allemagne fasciste, enfin de l'Allemagne nazie. Je ne sais pas si les liens sont si directs, parce que je pense qu'on trouvait exactement... Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour... C'est ça. Le capitalisme, il trouve toujours sa voie. Il prend pas la même forme. Oui, et donc, t'as une forme vraiment de management très vertical, très autoritaire dans les entreprises qui se développe dans les années 50, 60, 70. Et qui a été hyper conforté par la technique, par l'informatique, par l'automatisation, et où on fait de plus en plus, c'est très rigolo, tu regardes Chaplin dans les temps modernes, donc où on t'explique que l'ouvrier est un des rouages de l'usine, parce que c'est quand même ça le propos du film, et tu regardes la façon dont aujourd'hui travaillent les travailleurs du clic. Toutes les petites mains planquées derrière les IA, les millions de personnes qui sont payées... Les modérateurs, Non, tous les gens qui te classifient de la donnée... Oui, je pensais aussi aux modérateurs qui modèrent les contenus des immenses réseaux. Et qui sont payés un pouillème de centimes, de clics, etc. Tout le travail d'Antonio Casilli sur le travail digital qui est caché derrière les IA. C'est la même chose, ces gens sont des rouages, et en fait, ils sont un périphérique de l'ordinateur. Et c'est vraiment le même rapport social de domination, directement hérité des structures managériales hyper autoritaires du capitalisme. Et je pense qu'on va sortir de ça. On va sortir de ça parce que il va y avoir, je pense, de plus en plus de mouvements de réappropriation de la chose numérique et de l'ordinateur et de ce que ça fait au monde. Et j'ai l'impression qu'il y a des mouvements assez forts pour contrôler ça et en sortir. Typiquement, moi, je suis très intéressé par tous les mouvements néoludites. Je connais pas, pour le coup. C'est des morceaux, à chaque fois que je croise des choses là-dessus, je trouve ça fascinant. Je sais pas si tu vois ce que c'est que les ludites. Non. Alors, comme je vais tout te raconter de mémoire, ça va être tout approximatif et tout sensiblement faux. Mais en gros, c'est du mouvement dans la classe ouvrière fin 19e siècle, où on voit de plus en plus apparaître les machines. Et il se trouve que les machines mettent les ouvriers au chômage. Et donc, les ouvriers considèrent que, ou bien le patron qui possède des machines paye le syndicat, exactement comme s'il avait des ouvriers, pour qu'on organise le travail, etc. Ou bien il ne le fait pas, et dans ce cas-là, on va casser ces machines. Exactement comme on aurait été casser la gueule de ces ouvriers s'ils n'étaient pas passés par la corporation et le syndicat pour trouver du boulot, parce que ça casse le travail de tout le monde. Et donc, il y a une espèce de mouvement anti-machine, mais où on ne casse pas toutes les machines. On casse les machines qui ne jouent pas le jeu. Un peu comme si aujourd'hui, on allait saccager le siège social des entreprises qui ne payent pas leurs cotisations sociales ou qui refusent de payer les impôts. Tu vois, c'est un peu dans cet esprit-là. Et donc, il y avait une espèce, l'air de rien, de technocritique extrêmement intéressante, qui était de dire, ouais, ce que fait la machine, c'est rigolo, mais si ça doit détruire toutes les structures sociales autour du travail, des cotisations sociales et machin, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des cotisations sociales obligatoires, mais elles passaient par le syndicat. Tu as tout un tas de professions ouvrières où le syndicat organisait une caisse de mutuelle pour quand tu es malade, une caisse de mutuelle pour les vieux travailleurs qui sont plus en état d'aller travailler pour qu'on leur touche, qu'on leur donne une petite pension. On avait organisé ça tôt. Et dans certaines corporations ouvrières, dès la fin du 19e siècle, chez les ouvriers typographes, tu as des morceaux comme ça, très organisés dès la fin du 19e. Et donc, on retrouve des mouvements qui ressemblent à des ludites, alors qui parfois sont complètement illuminés. Enfin, tu vois, moi,
L'image d'Épinal du monsieur un peu timbré avec son papier, son bonnet en papier d'alu sur la tête, machin. C'est-à-dire les gens qui sont contre la techno mais qui ne l'ont pas compris et qui en ont juste une peur viscérale, je comprends cette peur. Parce que je vois bien que la technique fait du mal au monde et que si tu la comprends pas, tu peux en avoir une espèce de peur instinctive. Mais j'aime pas les peurs instinctives. Oui. C'est un décrochage. Je comprends, j'arrive à avoir une certaine forme d'empathie, mais d'un autre côté, j'ai aussi un puissant rejet parce que moi, je suis un scientifique et genre, je veux comprendre. Et quand les choses font du mal, parce que, je sais pas, moi, tel type d'onde provoque tel type de problème, machin, ça, je veux qu'on le documente. Les rayons ionisants sont très toxiques, ça, on le sait. C'est documenté, il y a des cours de médecine entiers sur le sujet, c'est une spécialité en médecine. Alors, les rayons ionisants, c'est des trucs radioactifs, pour les gens qui ont un doute. Mais j'aime pas le rejet de la technique par les gens qui n'ont pas compris. Ça, je suis pas... Mais je trouve dans ces mouvements-là autour des néoludites, des gens qui disent, en gros, la machine fait du mal, on veut pas de machine. Ça, je trouve ça plutôt sain. Il y a une explication derrière le rejet. C'est ça, quand il y a une explication derrière le rejet, et quand il y a une compréhension, et quand il y a... les gens qui n'aiment pas l'ordinateur, ça m'embête. En revanche, les gens qui sont capables de dire non, mais moi j'adore les ordinateurs, c'est très rigolo, ça fait plein de trucs vachement chouettes. En revanche, c'est utilisé dans tel rapport social de domination, et ça ne me va pas, et je veux qu'on arrête. Ça m'intéresse énormément. Et je pense que ces mouvements-là ont de l'avenir. En tout cas, on leur souhaite. J'espère. Et du coup, pour qu'ils aient de l'avenir, est-ce que tu as des recommandations de choses pour les gens qui seraient intéressés pour prolonger cet entretien sur les luttes notamment? Plein. Si vous connaissez rien en informatique, allez apprendre l'informatique. C'est mon métier, donc ça va aller, ça va rester. Mais tu vois, vraiment un truc de base. Apprenez à coder. Ouais, c'est ça. Apprenez à coder, apprenez l'admin 6, Je te donne un exemple. J'avais été expliquer ça aux gens d'un parti, on va dire, de gauche modérée. PS. Non, le PS, c'est de droite. Ah, d'accord. J'essayais de voir le tableau. De gauche modérée, juste à gauche de Mélenchon, tu vois. Ouais. Et je leur disais, mais regardez, il y a 100 ans ou plus, les partis de gauche étaient propriétaires de leur imprimerie, étaient propriétaires de leur journal, et du coup possédaient cette technique. Tous les ouvriers typographes étaient syndiqués, en général bien vénères à gauche ou anarchistes. Bakounine, Kropotkin, tous ces gens-là, c'est des typographes. Oui, Bakounine, voilà. Mais c'est tous des typographes, ces mecs-là. Proudhon, c'est un typographe. Enfin, tu vois, tous les grands théoriciens de l'anarchie, c'est des typographes. Et c'est pas un hasard. C'est des gens qui maîtrisent la technique reine de leur époque, qui est le pilier du capitalisme et de la communication, et qui s'en servent parce que ça leur permet de comprendre le monde et ça leur permet d'agir. Et donc, ça donne tous les journaux anarchistes de Paris, ça donne l'UMA, qui était l'organe central du Parti communiste français. Enfin, l'organe central du Parti communiste français, c'est un journal, et qui est propriétaire de son imprimerie. Tu vois, ils plaisantent pas, les mecs. Aujourd'hui, quel parti politique a comme organe central une plateforme informatique ? Eh ben voilà, il n'y en a pas. Non, parce qu'ils réutilisent des plateformes, je crois, existantes. Ils vont s'appuyer sur des plateformes, des réseaux sociaux, des Instagram et des machins. Mais qui maîtrise ? Non, mais je crois même qu'ils ont leur propre système de gestion d'adhérents. Alors, je crois que c'était à la France Insoumise où ils ont acheté un truc qui gère le truc. Mais tu vois, je crois vraiment que pour comprendre le monde dans lequel tu vis, il y a besoin que tu comprennes la technique du monde. Sinon, tu peux pas en faire une analyse, même si tu veux en faire une analyse marxiste posée en termes de classe et de machin. Si tu ne comprends pas la technique du monde, tu peux pas l'analyser. Et donc, dans une société agricole, si tu ne comprends pas l'agriculture, tu peux pas analyser le monde. Non. Dans une société où c'est l'écrit qui mène le monde, si tu ne comprends pas l'écriture, l'imprimerie, l'édition, tu ne peux pas maîtriser le monde. Eh bien, dans une société où le numérique est extrêmement présent, si tu ne comprends pas comment fonctionne le numérique, tu vas faire une analyse politique défaillante. Donc, si tu viens de la sphère politique militante, tu as besoin de comprendre l'informatique et en gros de devenir suffisamment informaticien pour comprendre le monde dans lequel tu vis. Réciproquement, si tu viens de l'informatique, mais que tu n'as que de l'informatique, tu es un naïf.
Si tu n'as pas des bases de sociologie et d'anthropologie, si tu maîtrises pas un petit minimum, je sais pas, bêtement, tu comprends pas en quoi l'école sert à reproduire les rapports sociaux plutôt qu'à les modifier, Bourdieu, pour faire simple, si tu comprends pas ça, tu vas aller naïvement défendre pour contrer tel ou tel méfait du numérique, ce qu'il faut, c'est de l'éducation. Non. L'éducation sert à reproduire les rapports sociaux, donc à reproduire les rapports de domination. Donc, si tu fais de l'éducation, les pauvres seront pauvres et les riches seront riches. Ça ne suffit pas. Il faut une forme particulière d'éducation politique et populaire où on vient expliquer aux dominés pourquoi et comment et à quels outils les dominants les écrasent et comment on fait pour leur foutre sur la gueule. C'est très politique. Mais donc, tu vois, si tu viens de l'informatique, ce qu'il te faut, c'est de la sociologie, de l'anthropologie, un peu d'éducation politique pour apprendre à différencier ta droite de ta gauche, apprendre, des trucs absolument évidents, un truc qui n'est ni de droite ni de gauche, et surtout ni de gauche. Comme tout le monde sait, mais c'est comme ça depuis 100 ans. Quand on dit « je suis ni pour ni contre », ça veut dire « le système établi me plaît ». Oui. Et quand on dit « l'ordre établi me plaît », on est de droite. Voilà, la dérivation des mots, c'est du macronisme. C'est le ni de droite ni de gauche. Mais c'est aussi ce genre de logique, c'est vouloir appliquer par exemple le modèle d'entreprise à absolument tous les aspects de la société aussi. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et c'est pour moi aussi cette vision naïve de dire tiens, j'ai fait une école de commerce, donc je peux appliquer les mêmes méthodologies sur absolument chaque aspect, sur l'école, sur l'hôpital, sur... Alors ça, moi j'ai toujours trouvé ça vachement intéressant parce que quand tu viens expliquer ça, il y a des tas de gens qui se disent « Ah bah oui, c'est vrai, les entreprises, elles fonctionnent bien, du coup, gérons la France comme une entreprise. » C'est pas faux. Les entreprises sont prospères, elles génèrent du pognon, elles sont riches, donc gérons la France comme ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je trouve que quand tu fais une analyse politique du truc, c'est plus rigolo. C'est quoi les rapports de pouvoir dans une entreprise ? C'est le dictatoriat absolu. Ah ! Donc la dictature absolue est le modèle brandi. Plouf plouf. Le modèle où celui qui a le plus de pognon a tout le temps raison. Et où donc $1 one vote et non pas one man one vote. Je sais pas si je suis d'accord, ça, politiquement. Enfin, c'est quelque part assez féodal parce que c'est un culte en fait. C'est un culte aux mecs qui sont au-dessus, quoi. Non, c'est un rapport social. Et c'est un rapport social qui est celui de la féodalité. T'as quand même un côté un peu culte parfois dans ce genre de choses. Ouais, mais ça, c'est très anecdotique. Pour moi, c'est vraiment du rapport féodal, en ce sens où le seigneur de Twitter est prié de faire la police et la justice sur ses terres. Ça, c'est féodal. Quand nos ministres disent « je veux que les plateformes fassent régner l'ordre », c'est féodal. Oui. Okay. Quand tu dis le propriétaire de l'entreprise a tous les droits sur l'entreprise, c'est féodal. Oui. Je suis propriétaire des terres et des gens qui les habitent et j'ai donc tous les droits sur les gens. C'est un rapport féodal. Et qu'on vienne te dire je prends un truc qui est un rapport féodal, dictatorial, dans lequel les gens n'ont pas de droit à la parole et c'est mon modèle pour le pays, moi je trouve que c'est des gens qui sortent du modèle républicain. Mais en fait, c'est pour ça que je parlais un petit peu de... Moi, j'insiste un peu là-dessus, sur le côté un peu culte, parce qu'on prend ce que tu décris, et ces gens sont fascinés par le modèle que tu viens de décrire, pour essayer, comme le disait JB, de l'appliquer partout. Moi, je trouve que même quand les faits sont là, les explications sont là, continuer à aller dans ce sens, ça relève du culte. Pour moi, ça relève du culte des gens qui sont là. Ouais, mais ça culte du roi, du seigneur, je sais pas. Mais... Alors ça déjà, il y a un truc qui est très humain de culte de la grande personnalité. Ça existe un peu partout. C'est effectivement comme ça que fonctionnaient les rois de France, mais c'est aussi comme ça. Enfin, tu vois, le culte de Che Guevara dans la gauche, m'excuseras, c'est pas beaucoup mieux. Le culte de Mélenchon est pas beaucoup plus reluisant que le culte de Macron chez les macronistes. C'est comme ça. T'as une espèce de besoin de vénérer qui est relativement commun et que tu trouves un peu partout. Mais donc tu vois, pour moi la grande différence c'est pas là, parce que j'ai l'impression de voir ça rigoureusement partout. Tu vois, alors je suis moins présent dans les communautés de geeks maintenant, mais à l'époque où je faisais des conférences un peu partout tout le temps, je voyais bien les fanboys qu'osent pas m'adresser la parole, qui tremblent des genoux si je m'approche. Fatigant. Je crois que ça existe partout. C'est une espèce de besoin d'avoir des figures totémiques et qui sont quelque part entre la mythologie, la divinité. Enfin, tu vois, c'est très courant. Moi, je vois ça comme très courant. Je pense que ça fait partie des besoins de l'humanité.
Tu as besoin, ou en tout cas une très grande partie de l'humanité a besoin de figures qu'elle puisse admirer. Et il se trouve que les médias te vendent des figures que tu puisses admirer en kit à la mode. Alors, ça peut être Zuckerberg à une époque, ça peut être Musk, même si maintenant Musk, on commence à se rendre compte que c'est un gros connard. Ça peut être... Mais comme on te vendait du Bernard Tapie quand j'étais gamin. Et Ou du BHL toujours. Hein. Ouais, non, BHL, je sais pas, j'ai toujours trouvé con, mais Tapie, on t'expliquait dans les médias qu'il fallait vénérer le mec. Et bon, il y a une espèce de constante, mais en fait, on a besoin de figures à admirer, et il se trouve que les médias essayent de guider ça. En fait, quand on en revient aux figures, et notamment cette notion de féodalité, il y a un truc qu'on nous apprend souvent à l'école. Après, on le prend comme on veut, on sait l'histoire du roman national. Mais pour moi, en fait, c'est le seigneur avait énormément de droits, mais il avait aussi des devoirs. Il avait le devoir de protéger son peuple, il avait le devoir de le nourrir, il avait le devoir de vraiment mener ses terres et de rendre des comptes d'une certaine façon. Et là, justement, j'ai l'impression que c'est justement un seul des aspects qui a été gardé en mode la toute-puissance du rapport de domination, de l'argent, de qui a le pouvoir entre ses mains. Et justement, chercher de moins en moins à rendre des comptes, on peut le voir notamment avec la politique gouvernement actuelle, c'est devoir décider et même devoir refuser de rendre des comptes, ne serait-ce que refuser les délibérations du Parlement. Ouais, alors le problème, c'est que si je veux là, j'ai envie de répondre avec des arguments qui sortent de l'anthropologie politique. Et du coup, si on n'a pas les mêmes lectures, c'est compliqué, parce que ça crée une situation un peu déséquilibrée. Mais globalement, tu trouves chez Georges Ballandier, qui est donc en gros, c'est le papa de l'anthropologie politique à la française. Max Weber, c'est l'anthropologie politique allemande, et Ballandier, c'est la version française du truc. Dans les choses qu'il explique, c'est qu'on trouve toujours les mêmes structures dans les sociétés. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'anthropologie politique, c'est que ça étudie les structures des sociétés, et de sociétés très diverses, pas que les nôtres. Et donc, tu as toujours 4 éléments qui façonnent les structures de pouvoir. Tu as l'ordre externe, c'est-à-dire le rapport entre nous et eux. Ce qu'on va appeler la politique étrangère, en gros. Tu as l'ordre interne, c'est comment on est nous entre nous. C'est en gros le ministère de l'Intérieur. Tu as le sacré. Il y a toujours le sacré dans la définition du pouvoir. Le rapport au sacré, alors ça peut être le culte du roi, ça peut être le culte du corps du roi, ça peut être le culte de l'esprit du roi, ce qui n'est pas la même chose. Ça peut être les symboles sacrés, la nation, le peuple, le drapeau, enfin un peu ce que tu veux. Ça, c'est le sacré. Et puis, l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, c'est ce qui sert à justifier les rapports de domination. Et en fait, c'est l'idée, et tu le retrouves partout, que pour que le système politique soit stable, plus le pouvoir est grand, moins tu dois en faire usage. Plus tu es puissant, plus tu es humble. Et ça, c'est super important. Le droit est tout puissant de droit divin, donc il ne doit jamais se servir de son pouvoir. Il doit se montrer humble et respectueux, et quand tu es Saint-Louis tout-puissant, alors tu te promènes en guenille. Par respect pour Dieu, pour montrer ton humilité. Tu vois, c'est ça le truc. Et l'ambiguïté, tu retrouves ça dans toutes les structures politiques. Alors ici, dans les cours d'anthropo que j'ai suivis, il y a des exemples qui sont cités que je trouve vachement intéressants. Alors, j'ai plus du tout retenu dans quel coin du monde, etc. En gros, dans un bled, ils ont un roi, et il y a des fois où, parce qu'on aime le roi, on doit le tuer. Et où, en fait, si tu veux, le sacré là-dedans, c'est l'esprit du roi. Et l'esprit du roi passe d'un roi à l'autre. Quand un roi meurt, l'esprit du roi passe dans le roi d'après, etc. Et il t'explique que si un roi se met à faire le con, à abuser de ses pouvoirs, à maltraiter les gens, etc., alors il faut le tuer. Et il faut le tuer pour protéger l'esprit du roi. Parce que sinon, par son abus de pouvoir, il va salir l'esprit du roi. Et quand l'esprit du roi passera dans le roi d'après, le mal restera. Et donc, parce qu'on aime le roi, il faut le tuer parce qu'il fait n'importe quoi. Et tu vois que ces notions politiques dont on se dit elles sont ultra modernes, c'est absolument nécessaire pour comprendre le macronisme machin, et on t'explique que non, ça a été parfaitement analysé par tel bled en Afrique ou en Amérique latine 800 ans avant notre ère, c'était parfaitement connu, structuré, machin, et où en fait ça fait des milliers d'années qu'on sait
que ça marche pas. Alors aujourd'hui, ça prend les formes que tu dis, je refuse de parlementer, je refuse les pouvoirs intermédiaires. Or, les pouvoirs intermédiaires les corps intermédiaires sont la définition de la démocratie. C'est-à-dire tous les systèmes où il faut que tu arrives à convaincre tout le monde que, ok, le bon mouvement à faire, c'est telle réforme. Et quand tous les corps intermédiaires te disent que non, c'est que tu es en train de faire une bêtise. Et en fait, précisément, la définition de la démocratie, ce sont tous ces corps intermédiaires. Si tu n'arrives pas à les faire bouger, c'est probablement que tu es en train de faire une bêtise et que tu es en train de te comporter en autocrate. Et donc, la mécanique actuelle qui consiste à casser les corps intermédiaires, à les empêcher d'agir, à les amoindrir, pour pouvoir bouger de manière autocratique, comme le ferait un chef d'entreprise en disant « mais je m'en fous de ton opinion, je réorganise », ça, c'est profondément antidémocratique, et toute l'anthropologie politique nous montre que ça crée des systèmes politiques instables. C'est-à-dire qu'il y a sûrement eu des centaines de cas de systèmes politiques qui se sont organisés comme ça. Pourquoi on n'en a jamais vu et pourquoi on les analyse jamais ? Parce qu'ils disparaissent trop vite. Parce que c'est pas stable. Et je trouve ça vachement intéressant. Mais de fait, c'est pas stable. Et on voit bien que le truc est pas stable. Enfin, Ah non, bah là, actuellement, on nous vend comme un modèle de stabilité. Là, on voit bien que ça patauge, quoi. Enfin, oui. Ça patauge. Enfin, pour suivre les débats, pour avoir continué de suivre les débats au Parlement, là, personne ne sait où on va. Enfin, Ah bah si, pas dans le mur peut-être, mais on reste. Alors tu vois, moi ça c'est une analyse que j'avais fait avec des copains en 2008 en disant quand la crise financière a éclaté, on a des grands troubles dans en gros les structures de communication, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs crises en train d'arriver. C'était ça le truc complet. Tu as une crise qui est liée au problème de l'énergie et du climat. Ouais. On va arriver à la fin du pétrole, du coup ça va être une fin de l'abondance de l'ère industrielle. Là tu as une grande crise majeure qui va être couplée avec un merdier climatique incroyable à cause de la quantité de CO2 qu'on a foutu dans l'atmosphère, etc. Première grosse crise. Deuxième grosse crise, l'arrivée d'Internet, où en fait on révolutionne la façon dont les humains font société entre eux. Donc c'est un bouleversement de la même nature que l'arrivée de l'imprimerie, qui bouleverse les technologies, les rapports de technologie, etc. Donc deuxième crise, qui est vaguement concomitante, quoi, qui est vaguement dans les mêmes décennies, quoi. Et puis tu as une troisième crise, qui est une forme particulière de capitalisme débridé et d'explosion des inégalités, qu'on a déjà connue et dont on sait déjà ce que ça fait. Ça crée une société extrêmement instable et inégalitaire. Ça se traduit par l'explosion des bulles financières, ce qui se traduit par des crises économiques dramatiques, puis du coup par une montée des fascismes qui prennent le pouvoir dans à peu près tous les pays d'Europe, plus ou moins simultanément, hein, entre 1930 et 1940. Tu as un paquet de pays d'Europe qui basculent dans une forme ou une autre de fascisme, pas que d'Europe. Ce qu'on oublie, mais les États-Unis n'allaient pas bien. Hein. Les États-Unis n'allaient pas bien du tout au niveau autoritarisme et fascisme dans les années 30-40. Hein. Oh oui, oui. Je veux dire, les camps d'internement des Asiatiques et des Japonais, tu lis le truc, tu fais « Oh, c'est l'Allemagne nazie, ça !» Non, c'est les États-Unis, c'est the free world. Ouais. Wow. Le sens des mots. Et donc, tu as ces trois crises-là qui sont en train d'arriver en même temps. Et alors ça, c'est une analyse qui, pour moi, n'a pas bougé depuis 2008. Je vois toujours ces trois crises, je les vois toujours se produire, je les vois toujours arriver en même temps. La montée du fascisme, maintenant, ne fait plus aucun doute. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et quand le peuple décide dans son vote de dire « Ok, on va mettre l'extrême droite en troisième, finalement, au second tour », la droite conservatrice fait alliance avec l'extrême droite pour garder le pouvoir. Alors, oui, la droite conservatrice, pour moi, c'est pas Retailleau, c'est Macron. Oui, bien sûr. Retailleau, c'est un peu la droite catho, elle est un peu rance. La droite conservatrice, c'est celle qui est contente de l'ordre établi. Ça, c'est le macronisme triomphant. Ça, c'est Agnès Pannier-Runacher. Tu vois, comment elle s'appelle ? C'est celle qui a fait 8 jours au ministère de l'Éducation nationale et qui a fait marrer tout le monde. Ah oui, celle-là. Au JO, là. Voilà, Castéra. Oui, au DA Castéra, oui. J'avais pris Scatevno dans la tête, mais c'est ça. Mais donc, tu vois, celle-là, voilà, tout ce petit monde-là, c'est le monde de la bourgeoisie qui vit très très bien dans le monde actuel, qui en est très contente et qui aimerait bien qu'il perdure.
Et en fait, eux, ils sont prêts à toutes les alliances. Ah oui. Avec l'extrême Avec droite. l'extrême droite, Jamais oui, avec la c'est ce que gauche. Et on constate ça, et ça n'a pas bougé. C'est très rigolo. Enfin, ça n'a pas changé depuis 100 ans. Non, bah non, tu regardes les États-Unis, oui, c'est pareil. Hein. Et il t'explique qu'il ne faut pas faire d'alliance avec les extrêmes. Alors, déjà, dans les extrêmes, ils te mettent Mélenchon à l'extrême gauche. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas croisé de trotskistes depuis bien longtemps. Parce que. S'ils en ont jamais croisé un jour. Hein, c'est Jospin. C'est ça. Ouais. On est. Donc, il devrait. Moi, qu'on dise que Poutou est d'extrême gauche, je veux bien. Bah, ça fait partie de son histoire. Enfin, Voilà, il est d'extrême gauche. C'est pas une insulte, hein. Mélenchon, bon. Et donc. Ancien sénateur socialiste, moi j'aime bien rappeler ça. Oui, puis ancien ministre de Et Mitterrand. c'est ancien ministre, évidemment. Ouais. Mais tu vois, il t'explique qu'il faut rejeter les extrêmes, mais il n'empêche que quand il faut faire une alliance objective avec l'extrême droite, ils le font. Ouais. Et je trouve que c'est absolument transparent. Je suis fasciné par le fait que les médias en parlent peu. Oh, puis même qu'il l'accompagne. Enfin, on a eu un poste législatif qui était incroyable. Enfin... Ah bah ça dépend, parce que t'as une certaine quantité de médias qui appartiennent à des milliardaires d'extrême droite. Enfin, je veux dire, toute la sphère, bolloréenne. Par exemple. Je sais pas à qui il appartient Le Monde aujourd'hui, mais c'est Xavier Niel, je crois, en plus. C'est Niel, Pigasse et je sais plus qui. Le Monde qui nous décrit un monde qui n'existe pas. Enfin, enfin, je veux dire, au-delà de l'analyse politique, de savoir qui gagne, etc., l'analyse concrète de ce qui s'est passé après les législatives, de ce qui s'est passé. Moi, je ne lisais pas dans Le Monde ce que je voyais avec mes yeux. Enfin, c'était... c'est magique. Je sais pas si le mot c'est dichotomie, mais il y avait une différence. J'étais en mode, c'est pas possible. Enfin, ce n'est pas... Enfin, les analyses, je mets vraiment des guillemets là-dessus, les analyses éditocratiques du Monde, sur le poste législatif, elles sont lunaires à relire, mais vraiment. Et elles continuent. Hein. Elles continuent. Hein. Ils réécrivent un récit qui n'est pas celui de la réalité. Enfin, c'est fou. Oui. Je sors en 1984, mais on essaye d'écrire ce qu'il faudrait qu'il se soit passé au lieu de ce qui se passe concrètement. Mais je pense qu'ils n'ont pas de contact avec le monde. C'est dommage quand c'est sur ton étiquette. Ils n'ont pas tellement de contact avec la réalité. Ouais. Mais tu as le même problème quand tu joues avec les éditorialistes radio et télé. Hein. Oui, mais enfin, je mets un peu Libé pareil. Enfin, je veux dire, la chronique de Thomas Legrand, j'ai même pas besoin d'ouvrir les yeux pour l'écrire. Hein. Enfin, pardon pour lui, mais putain, c'est nul. Hein. Bref, j'ai plus rien, ça fait plaisir. Alors, on en est au double du temps qu'il nous avait été accordé, on va peut-être pas abuser. Si, est-ce que tu as des dernières remarques, peut-être un dernier mot, je ne sais pas. Bah, moi, je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce que les informaticiens aillent faire de la socio et de l'anthropologie et qu'ils aillent comprendre ça. De même que je crois qu'il y a un vrai intérêt que les gens qui viennent d'une culture politique, qu'on fait genre Sciences Po, ces trucs-là, aillent faire de l'informatique en vrai pour comprendre comment le monde marche et qu'en faisant les deux... je ne sais pas si ça fera la révolution, mais ça peut permettre de rebâtir quand le fascisme s'arrêtera. Du coup, on a déjà fait la moitié. Et juste voilà, mais du coup, si les informaticiens se mettent à apprendre la socio, quel nouvel langage ils pourraient inventer pour faire un code encore plus éthique, je ne sais pas. Comment on pourrait appeler ça ? C'est pas lié, c'est juste qu'il faut enfin que tu comprennes ce que tu fais. Tu vois, quand les typographes se sont mis à faire de la politique et ont en gros inventé l'anarchie, ils n'ont pas changé la façon de faire de la typographie. Ils n'ont pas du tout changé les codes de la typographie, ni comment on fait tourner la mécanique des trucs, ni etc. En revanche, ils ont compris à quoi ça servait dans le monde. Ils ont compris comment le fait que l'écriture appartienne aux dominants et que les moyens de communication appartiennent aux dominants était une façon d'opprimer le peuple et de le canaliser. Et donc, ils ont créé des journaux anarchistes et ils ont publié des livres et ils ont ouvert des librairies et des bibliothèques. Enfin, tu sais bien que dès qu'il y a 3 anarchistes, il y a une librairie qui ouvre. Et donc, ils se sont saisis de cet outil-là. Et ben, de la même manière, il y a besoin que les informaticiens comprennent ce qu'ils font sur le monde, comprennent ce que l'outil informatique fait et comment il le fait. Et du coup, ça ne va pas changer la façon dont on code. En revanche, ça va changer la compréhension qu'on a du monde et à quel endroit on décide d'aller mettre des efforts pour essayer de faire pivoter le truc dans un sens moins débile. Oui, non, ma question était à moitié sérieuse, c'était plus, justement, en informatique, on a des termes, on a maître, on a serveur, on aura pu retrouver un peu un lexique qui est souvent celui de l'exploitation également. Oui, juste savoir si les mots n'influencent pas également, par exemple, penser à ce niveau-là en informatique. Je pense que très peu. C'est-à-dire qu'en fait, ton serveur maître et ton serveur esclave,
S'il y en a un qui est primaire et secondaire, ça change rigoureusement rien à la façon de le réfléchir. Si tu dis qu'il y a un serveur qui fait autorité, qu'il y a un serveur qui fait du cache pour prendre les DNS plutôt que le SQL, je vois pas une... Enfin, tu vois, je suis pas très freudien ou lacanien dans mon analyse de ces termes-là. On a pris master-slave, et pour le coup, tu vois, c'est marrant, parce que dans ma tête, master-slave, c'est beaucoup plus un rapport informatique d'un système qui pilote et d'un système qui est piloté, qu'un rapport de domination sociale, parce que la domination sociale, c'est esclavage. Et en fait, tu parles pas de l'esclavage du serveur SQL, tu dis que tu as un serveur SQL slave, mais il n'est pas en esclavage. Enfin, tu vois, mais on va parler par exemple d'un système asservi. Quand tu fais de la mécanique, quand tu fais de l'automatique, j'ai appris ça à l'époque, à l'école, on apprend à piloter un système asservi et ce que c'est que l'asservissement. Mais l'asservissement, alors tu peux le penser en rapport social, machin, mais en fait l'asservissement, c'est ce que tu fais avec ta chaudière. Quand tu donnes une consigne de température à ta chaudière, tu dis « je veux qu'il fasse 19 degrés dans la maison », c'est ce qu'on appelle un asservissement. Et la façon dont ta chaudière va approcher la consigne, ou bien par le haut, ou bien par le bas, avec un système oscillant, parce que tous les systèmes sont oscillants quand on approche une consigne, ça va respecter des abacs qui sont connus et qui datent de bien avant l'invention de ta chaudière. J'ai plus en tête, c'est les trucs genre les abacs de Black, les trucs comme ça. Et on a des règles de tous les systèmes d'asservissement qui fonctionnent. Mais tu vois, le terme, pour moi, il marche parce qu'il veut dire la même chose. Oui. Mais c'est juste que là, en fait, vu qu'on est aux utopiens, on peut pas s'empêcher de penser justement tout ce qui est science-fiction, où on voit vraiment tout ce qui est intelligence artificielle, robots, où justement on a reproduit des rapports d'asservissement par rapport aux machines qui vont se rebeller, qui vont essayer de inverser le rapport des choses. C'est juste un peu ça qui m'y faisait penser aussi, c'est pour ça. Ça, c'est un des trucs de la science-fiction. Alors Dieu sait que j'en lis de la science-fiction, pas toujours de la bonne. Ça, c'est un des trucs de la science-fiction à laquelle je ne crois pas. Les machines ne se rebelleront pas. Ça n'aura pas lieu. Ça, vraiment, ça n'aura pas lieu. Ça fait une bonne conclusion. Tu vois, le mythe de Frankenstein, de la créature qui se rebelle contre son créateur, ça n'aura pas lieu, ça n'a jamais eu lieu nulle part. Ça, je n'y crois pas. Je crois que les machines font ce que nous leur demandons et ce pourquoi elles sont faites. Elles sont fatales. Et elles sont fatales. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Utopial, de ne pas nous avoir interrompus, de nous avoir laissé la salle pour une fois. Voilà, pour une fois, un invité qui n'a pas une conférence juste derrière. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à toi. Je ne sais pas s'il te reste encore quelque chose à faire. Non, moi j'ai fini. Et t'as rien à vendre, j'imagine. Et j'ai rien à vendre. Incroyable. J'espère, on va te montrer où se trouve le café. Ouais. Du coup, merci encore.